Je demande le divorce et j'ai déjà vendu la maison de bord de mer pour recommencer une nouvelle vie avec mon coach sportif. Elle riait au téléphone. Je gardais une voix calme. Je comprends. Je m'appelle Georges Lemoine. À 50 ans, j'avais passé 22 années en tant que négociateur en immobilier commercial, basé à Bordeaux. Mon domaine, repérer la valeur cachée dans des contrats signés à la hâte par d'autres. Ma carrière reposait sur la patience, la précision et une attention aux détails que la plupart négligeaient. Malheureusement, je n'avais pas appliqué cette même vigilance à mon mariage, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. L'appel est arrivé un jeudi matin. J'étais à Bruxelles, en train de finaliser l'acquisition d'un entrepôt logistique pour une société française de distribution. 4 jours de mission, à près de 900 km de chez moi, et Sophie décidait que c'était le bon moment pour mettre fin à nos 15 ans de vie commune. Cédric et moi avons besoin d'un nouveau départ, a-t-elle poursuivi, avec ce ton assuré que je connaissais trop bien, entendu dans tant de récits de divorce d'amis ou de collègues. On a bien vendu la maison à Biarritz. J'ai signé hier. L'acheteur emménage la semaine prochaine. Tu pourras rester à l'hôtel quand tu rentreras. Tu y passes de toute façon plus de temps qu'à la maison. Cédric Delmas, son coach depuis 18 mois. 35 ans, voiture de sport en leasing. Et une fois, sans gêne aucune, il m'avait demandé combien valait ma montre. Je ne frappais pas sur le bureau de l'hôtel, ne haussais pas le ton. Je demandais calmement « Et tu as signé quand, exactement ?»« Hier », répondit-elle, presque déçue que je ne réagisse pas plus vivement. Après avoir raccroché, je suis resté assis une bonne heure devant la fenêtre de ma chambre, regardant les toits gris de Bruxelles. Puis j'ai sorti mon ordinateur, ouvert ma boîte mail et rédigé 2 messages. L'un à Monique Harel, ma notaire depuis plus de 10 ans. L'autre à Maître Briand, mon avocat depuis avant même ma rencontre avec Sophie. Objet. Urgent. Tentative frauduleuse de vente immobilière. Dehors, la pluie commençait à tomber sur les trottoirs belges. Je voyais les passants se presser, ouvrir leurs parapluies, chercher refuge sous les auvents des cafés. 15 ans ensemble, et elle ne me connaissait toujours pas. Elle me croyait prévisible, passif. Elle pensait que j'allais encaisser sans rien dire. Mais elle avait négligé un détail crucial. On ne passe pas 2 décennies dans la négociation immobilière sans apprendre à protéger ses biens. On ne laisse pas sa sécurité au hasard, surtout quand son instinct murmure depuis des mois que quelque chose ne tourne pas rond à la maison. J'avais rencontré Sophie Delmas il y a 16 ans, lors d'un salon de l'immobilier à Lyon. Elle travaillait alors dans une société de gestion haut de gamme. Tailleur impeccable, ambition affûtée. Elle m'avait impressionné par sa vivacité, sa répartie. Moins d'1 an plus tard, nous étions mariés à la mairie, en toute discrétion, sa sœur et mon frère comme seuls témoins. 3 ans après, nous achetions la maison à Biarritz. 4 chambres, 3 salles de bain, une terrasse circulaire face à l'Atlantique. 1,1 million d'euros, presque toutes mes économies, plus un prêt conséquent. Les week-ends, je remplaçais les bardages usés, refaisais la cuisine, changeais les lames de terrasse abîmées. Sophie, elle, décorait, recevait. « C'est notre maison pour toujours », avait-elle dit un soir en levant son verre de vin. Je l'avais cru. Pendant 10 ans, on a tenu. Elle avait quitté la gestion immobilière pour lancer sa boîte de décoration d'intérieur. Ça lui permettait de m'accompagner lors de mes déplacements à l'étranger. J'allongeais mes séjours pour inclure des week-ends à Paris, Barcelone, Tokyo. On formait une bonne équipe. Du moins, je le pensais. Les premiers signes sont apparus il y a 2 ans. Des détails. Elle ne me posait plus de questions sur mon travail, refusait les voyages. Ses messages étaient devenus laconiques. Bonne réunion, bon vol. Plus de tu me manques, plus de hâte que tu rentres. Puis il y a eu l'abonnement à la salle de sport. 5 jours par semaine avec Cédric, ancien athlète reconverti coach. Au début, j'étais content qu'elle prenne soin d'elle. Puis les dépenses suspectes ont commencé. Dîner sans moi, week-end, bien-être avec des amis dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne l'ai pas confrontée. Pas de mouchard sur le téléphone, pas d'enquêteur privé. J'ai simplement observé, noté mentalement. Et discrètement, j'ai commencé à me préparer.
Il y a 11 mois, j'ai transféré la propriété de la maison à une fiducie familiale. Les documents étaient noyés parmi les papiers de refinancement de notre investissement locatif à Toulouse. Sophie a signé sans poser de questions, les yeux rivés sur son téléphone pendant que mon avocat patientait. C'est pour nous protéger tous les deux, lui avais-je dit. Ce n'était pas entièrement faux. La structure protégeait bien la maison. Juste pas dans le sens qu'elle imaginait. Je n'en ai plus jamais parlé. J'ai simplement observé. Son détachement, son écran, son indifférence croissante. Après mon mail envoyé depuis Bruxelles, j'ai refermé l'ordinateur. J'ai sorti de ma serviette le titre de propriété. Je le gardais toujours avec moi. Vieille habitude, depuis qu'un client avait tenté de renier un accord à cause d'une erreur de signature. L'acte de propriété était limpide. La maison de Biarritz appartenait à la fiducie familiale Georges Lemoine, avec moi comme seul fiduciaire. Sophie n'avait aucun droit légal de la vendre. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant nos premières années ensemble, elle se moquait gentiment de ma manie de relire chaque clause, chaque paragraphe de tout document. « La vie est trop courte pour lire les petites lignes, Georges », disait-elle en riant. Mais ces petites lignes avaient bâti toute ma carrière. Et aujourd'hui, elle protégeait ce qui restait de ma vie privée. J'ai appelé Maître Briand tout en traversant la grande place de Bruxelles, sous le ciel gris. « Elle ne peut pas vendre ce qu'elle ne possède pas », confirma-t-il après m'avoir écouté. Toute vente lancée par elle est juridiquement nulle. Les acheteurs n'ont aucun droit sur le bien. Et Sophie qui tente de vendre un bien dont elle n'a pas la propriété, c'est une fraude. Des poursuites pénales sont envisageables. Sauf si vous préférez éviter ça. Je préférais. Malgré tout, je ne voulais pas que Sophie se retrouve devant un juge. Mais je ne pouvais pas non plus la laisser me voler la maison. J'ai déjà contacté le service de la publicité foncière à Bayonne, poursuivit-il. Le bien est désormais sous surveillance. Aucune mutation ne pourra aboutir. Je vais également prévenir les études notariales locales. Cette vente n'aura pas lieu, Georges. Après avoir raccroché, je ne suis pas retourné immédiatement à l'hôtel. Je suis entré dans un petit café de quartier, commandé un espresso, et je suis resté là 2 heures à regarder les passants se presser entre les pavés humides, touristes et locaux sous les parapluies. Ce qui me frappait, ce n'était pas la colère. C'était une étrange clarté. La trahison ne résidait pas seulement dans un autre homme ou dans la tentative de vendre la maison sans mon consentement. Non, c'était la légèreté avec laquelle elle m'avait annoncé tout cela. Son rire au téléphone, comme si ma douleur n'était qu'un détail de plus à évacuer. Comme si ces 15 années n'avaient rien compté. J'ai envoyé un message au client belge. Un imprévu familial me contraignait à rentrer d'urgence. Puis, j'ai réservé le premier vol disponible pour Bordeaux. Pendant les 9 heures de vol, je n'ai ni lu ni regardé de film. Je suis resté silencieux, les mains croisées, une forme de calme nouveau s'installant doucement. Des années à négocier des acquisitions complexes pour d'autres m'avaient appris une chose. Chaque contrat a un point de rupture, une faiblesse, un levier. Cette fois, ce serait pour moi. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'équilibre, de rétablir ce qui devait l'être. Quand l'avion a atterri à Mérignac, tout était clair. Je n'allais ni crier, ni supplier, ni tenter de réparer ce qui était brisé depuis trop longtemps. Je me contenterai d'appliquer les engagements qu'elle avait elle-même signés, mais qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. En matière immobilière, les intentions ne valent jamais une signature. C'était une leçon que Sophie allait apprendre. Je ne l'avais pas prévenue de mon retour. J'ai loué une voiture à l'aéroport et pris la route en silence vers Biarritz. 40 minutes plus tard, je tournais dans notre allée. Une Mercedes cabriolet noire, inconnue, était garée à ma place habituelle. Cédric, supposai-je. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Des rires venèrent de la cuisine. La voix de Sophie, suivie d'un homme, discutant apparemment de plans de rénovation. On devrait commencer par abattre le mur entre le salon et la salle à manger. L'ouverture, c'est essentiel dans les maisons en bord de mer. J'ai posé ma valise près de l'entrée, sans bruit, puis je me suis avancé. Sophie était adossée à l'îlot central, robe d'été que je ne reconnaissais pas, une coupe de champagne à la main. Cédric se tenait derrière elle, une main posée sur ses hanches, montrant quelque chose sur une tablette.
Ils ont tous deux levé les yeux à mon arrivée. Le sourire de Sophie a vacillé une demi-seconde avant de se figer à nouveau. « Georges, dit-elle, surprise mal dissimulée, je ne t'attendais pas avant lundi. » « Visiblement, ai-je répondu en regardant Cédric, qui eut au moins la décence de retirer sa main. « C'est un peu gênant, dit-il en riant nerveusement. Je devrais peut-être ? » « Au contraire, ai-je coupé, je préférerais que tu restes. Tu es visiblement concerné, toi aussi. » Le visage de Sophie s'est fermé. « Inutile d'en faire un drame, Georges. Je ne suis plus heureuse depuis longtemps. On mérite tous les deux un nouveau départ. » J'ai hoché la tête, paisiblement. Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi j'ai déjà informé mon avocat de la tentative de vente frauduleuse de cette maison. Son visage s'est vidé de toute couleur. « Qu'est-ce que tu racontes ? » J'ai posé ma serviette sur le plan de travail, sorti l'acte de propriété et les statuts de la fiducie. « Cette maison ne t'appartient pas, Sophie. » « Et ce, depuis près d'1 an. » Cédric fronça les sourcils. « Tu m'avais dit que la vente était finalisée. »« Elle l'est, rétorqua-t-elle. Mais je voyais bien le doute poindre dans son regard. « Regarde l'acte, ai-je suggéré. Le bien est détenu par la fiducie Georges Lemoine. Tu en as signé le transfert en mai dernier. Tu te souviens ? Les papiers de refinancement que tu as paraphés sans lire, trop occupé à pianoter sur ton téléphone ? » Elle m'arracha les papiers des mains et les parcourut fébrilement. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Non seulement c'est possible, » repris-je calmement, « mais c'est juridiquement contraignant. La vente que tu as lancée est nulle. L'acheteur a déjà été informé. » La confiance de Cédric se dégonfla d'un coup. « Je vais attendre dans la voiture, » balbutia-t-il avant de filer sans demander son reste. Restée seule, la stupeur de Sophie s'était muée en colère. « Tu m'as piégé, » m'accusa-t-elle. « Non, j'ai protégé mes biens. Ce qui est une pratique parfaitement normale dans mon métier. Tu as signé sans lire. Ce n'est pas une tromperie, c'est de la négligence. » Elle changea de ton. Sa voix se fit plus douce. « Georges, sois raisonnable. On peut partager les bénéfices. Pas besoin d'impliquer des avocats. »« Ils sont déjà impliqués, répondis-je. Pas seulement les miens, les acheteurs aussi. Ils réfléchissent à leurs options juridiques. Ils ont acheté une maison à quelqu'un qui n'en est pas propriétaire. »« Tu n'oserais pas, » souffla-t-elle. « Je ne fais rien d'illégal. Je ne fais qu'appliquer la loi. Ce qui se passera ensuite dépend entièrement de la manière dont tu choisis de réagir. » Son visage se durcit à nouveau. Elle attrapa son téléphone sur le plan de travail. « Je vais appeler l'avocate de ma sœur. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je ne discutais pas. »« Tu devrais, » répondis-je simplement. « Ce soir, je dormirai à l'hôtel Hilton en centre-ville pour te laisser de l'espace. » Mais pour être clair, cette maison n'est pas à vendre, et je reviendrai y vivre lundi matin. Alors que je tournais les talons, elle cria derrière moi. « Ce n'est pas fini, Georges !» Je me suis retourné brièvement. Elle se tenait là, dans cette cuisine que nous avions rénovée ensemble, une coupe de champagne toujours à la main. « En fait, Sophie, si, c'est fini. » Le dimanche matin, je retrouvai Maître Briand dans son cabinet. Le lieu était calme, vidé des assistants et collaborateurs habituels. Il avait l'air fatigué, mais concentré, alors qu'il étalait plusieurs dossiers devant lui. « Il y a autre chose ?» dit-il sans détour. J'ai demandé à mon enquêteur de creuser après ton appel. Il fit glisser un dossier vers moi. À l'intérieur, des relevés bancaires, des tickets de carte, des extraits cadastraux, des documents que je n'avais jamais vus. Sophie a été active, poursuivit-il. Elle a ouvert un compte séparé l'an dernier et transféré environ 160 000 € depuis votre épargne commune. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. C'était l'essentiel de notre réserve de sécurité. Et ce n'est pas tout, ajouta-t-il en poussant un autre document. Un bail commercial pour un local en centre-ville de Bayonne, signé par Sophie et Cédric Delmas. Ils préparent une salle de sport haut de gamme. Signature, il y a 3 mois. Je fixais les pages sans réussir à en détacher les yeux. Ce n'était pas une histoire d'adultère passager. C'était pensé, préparé, depuis des mois, peut-être plus. Tout s'explique, dis-je à voix basse. Elle ne cherchait pas à vendre la maison pour la séparation. Il lui fallait des fonds pour ce projet. Briand hocha la tête. Et encore une chose, l'acheteur de la maison ?
Une société écran. Devine qui est derrière? Le frère de Cédric. Jason Delmas, précisa-t-il. Il tentait d'acheter à bas prix, via une vente frauduleuse, puis de revendre plus tard avec bénéfice, une fois que tu aurais découvert la vente et été contraint de négocier. Tout s'est emboîté d'un coup, avec une clarté écœurante. Ce n'était pas seulement Sophie qui me quittait pour un autre. C'était un plan financier froid et méthodique pour extraire un maximum de valeur avant de jeter notre mariage. Je sentis quelque chose se refermer en moi. Le calme que j'avais entretenu depuis son appel se transforma en une concentration glaciale. Il ne s'agissait plus seulement de protéger mes biens. Il s'agissait désormais de responsabilité. « Quelles sont mes options ?» demandai-je. Maître Briand s'adossa à son fauteuil. « Juridiquement, ta position est solide. La fiducie protège la maison. On peut geler les comptes communs pour éviter d'autres transferts. Pour ce qu'elle a déjà pris. C'est plus délicat. La France est un pays de régime communautaire. Elle pourrait invoquer sa part des biens communs. Mais la tentative de vente frauduleuse? Là, on a un levier. On parle ici de faux et usage de faux, voire d'escroquerie. Mais je suppose que tu ne veux pas voir ta femme en garde à vue. Il avait raison. Malgré tout, je ne voulais pas ça. Mais je ne comptais pas non plus me laisser manipuler. Voici ce que je propose, continua-t-il en sortant une proposition de protocole d'accord. Un règlement de divorce clair, équitable, mais ferme. Elle restitue 60 des fonds transférés. Elle renonce à tout droit sur la maison. Tu renonces à toute prétention sur son entreprise. Séparation nette, sans poursuite pénale. Je relus le document en silence, pesant mes options. Et si elle refuse? Briand eut une expression plus sombre. Alors, on utilisera toutes les voies possibles, y compris les procédures pénales liées à la tentative de vente frauduleuse. Il fit une pause. Mais tentons d'abord la voie civilisée. En quittant le cabinet de Maître Briand, mon téléphone vibra. Un message de Sophie. Mon avocate dit que tu bluffes. La maison est un bien commun. Peu importe ton histoire de fiducie, on se verra au tribunal. Je montrai le message à Briand. Il secoua la tête. Elle est mal conseillée. La structure de la fiducie est solide juridiquement. Envoie-lui la proposition de règlement, décidai-je. Mais prépare aussi le dossier pour le tribunal. Je doute qu'elle choisisse la voie raisonnable. Je passai le reste du dimanche dans ma chambre d'hôtel à examiner nos relevés financiers et les documents liés à nos biens. Chaque page révélait une nouvelle strate de manipulation. Ce n'était plus seulement une question de maison. C'était une affaire de principe, de ne pas me laisser dépouiller par quelqu'un qui croyait pouvoir s'approprier sans conséquence ce que j'avais mis des décennies à construire. Le lundi matin, je quittai l'hôtel et me rendis au tribunal de Bayonne. Briand avait déposé la requête de divorce dès l'ouverture, accompagnée d'une demande de mesures conservatoires pour bloquer toute tentative de cession des biens. À 10 heures, c'était officiel. Sophie ne pouvait plus vendre légalement la maison, même si la fiducie n'avait pas déjà bloqué toute tentative. Je me rendis ensuite à la Banque Nouvelle-Aquitaine, où je rencontrai le directeur d'agence, Thomas Perrin, un ancien client de mes débuts dans la négociation immobilière. En moins d'une heure, mes comptes furent dissociés de ceux de Sophie. Mes avoirs furent sécurisés. « Autre chose que je puisse faire, Georges ?» demanda Thomas en refermant mon dossier. « Oui, une dernière chose. Pouvez-vous me dire quand est prévu le prochain prélèvement automatique pour Pulse Studio ?» Il consulta le système. « Un prélèvement de 270 € est prévu pour demain. Cela revient chaque mois depuis environ 1 an et demi. Merci. Veuillez l'annuler, ainsi que tous les autres prélèvements automatiques, sauf ceux liés aux charges de la maison. » À midi, mes cartes avaient été mises à jour. J'avais informé le service RH de mon entreprise pour les ajustements de couverture sociale et j'avais contacté notre assureur. Méthodiquement, je démêlais 15 années d'engagement financier commun. Mon téléphone ne cessa de vibrer toute la matinée. Sophie, sa sœur, un numéro inconnu, probablement son avocate. Je laissai tout aller sur la messagerie. Vers 14 heures, je repris la route de Biarritz. La voiture de Sophie avait disparu, mais la Mercedes noire était toujours là. J'utilisais ma clé pour entrer. Une partie de moi s'attendait à ce que les serrures aient été changées. Elles ne l'étaient pas. Cédric se trouvait dans le salon, en train de fourrer à la hâte des affaires dans un sac de sport. Il se figea en me voyant. « Je venais juste récupérer mes affaires.
dit-il précipitamment. Je ne répondis pas. Je restai planté dans l'embrasure de la porte, le regard fixé sur lui. Écoute, mec, continua-t-il, visiblement mal à l'aise. Ce n'était pas personnel. Sophie m'a dit que c'était fini entre vous depuis longtemps. Où est-elle demandai-je. Chez sa sœur. Elle est très bouleversée. Elle dit que tu veux la ruiner. Je faillis rire. C'est ça qu'elle t'a raconté? Que je suis le méchant dans cette histoire? Il haussa les épaules sans oser me regarder. Elle dit que tu étais trop contrôlant, que tu l'as enfermée ici pendant que tu voyageais dans le monde entier. Et le projet d'ouvrir un studio de sport avec l'argent issu de la vente de ma maison, c'était aussi de ma faute? Son regard s'élargit. Confirmation silencieuse que les informations de Briand étaient exactes. C'est ce que je pensais. Tu peux dire à Sophie que la proposition de règlement est chez Maître Briand. Elle a 48 heures pour l'accepter. Sinon, on passera à un divorce contentieux, avec plainte pour fraude à la clé. Fraude? Répéta-t-il, paniqué. De quoi tu parles? Tenter de vendre un bien qu'elle ne possède pas. Monter une entreprise avec des fonds détournés? Tu peux choisir. Il attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Je me poussai pour le laisser passer. Encore une chose, dis-je en le suivant du regard. L'acheteur? Jason Delmas. Ton frère, n'est-ce pas? Dis-lui que s'il ne veut pas être cité dans l'enquête pour complicité de fraude, il ferait bien de retirer formellement son offre d'achat avant ce soir. L'expression de Cédric ne laissa aucun doute. Tout était vrai. 1 heure plus tard, mon téléphone sonna. Brillant, Jason Delmas vient d'informer l'agence immobilière qu'il retirait officiellement son offre sur la maison. Le soir même, je changeai les serrures, désactivai l'ancien système d'alarme et fis installer un nouveau avec caméra. Je commandai un plateau de fruits de mer du restaurant où Sophie et moi allions autrefois, et je le dégustai seul sur la terrasse, face à l'océan. Les vagues continuaient de rouler, indifférentes au chaos humain. Demain, il y aurait d'autres démarches, d'autres appels, d'autres nœuds à défaire. Mais ce soir, dans cette maison qui restait mienne, je ressentis une satisfaction tranquille. Pas de joie. Un divorce n'en apporte jamais. Mais cette certitude solide qu'on ressent quand on tient bon et qu'on défend ce qui nous appartient. 3 semaines plus tard, je faisais face à Sophie dans la salle de réunion du cabinet de Briand. Son avocat, un jeune en costume hors de prix et au regard incertain, feuilletait les documents avec un air faussement assuré. Sophie ne m'avait pas adressé la parole depuis ce jour-là, dans la cuisine. Depuis notre confrontation, Sophie ne communiquait plus que par des menaces juridiques de plus en plus désespérées, que Maître Briand démontait méthodiquement une par une. Ce jour-là devait être une audience préparatoire, mais personne dans la salle ne s'attendait à ce que l'affaire aille jusque-là. Les preuves étaient accablantes. Avant de commencer, déclara calmement Briand, je souhaite verser ceci au dossier. Il fit glisser 3 documents sur la table. L'acte de la fiducie, les relevés bancaires prouvant les retraits systématiques de fonds par Sophie, et une attestation signée de Jason Delmas, reconnaissant sa participation à la tentative de fraude immobilière. L'avocat de Sophie parcourut rapidement la déclaration, son visage se décomposant peu à peu. Il se pencha vers elle pour lui murmurer quelque chose. Elle resta figée, mais je pouvais lire dans ses yeux la résignation. « Nous sommes prêts à transiger », annonça l'avocat après un court échange à voix basse. Briand hocha la tête. « Nos conditions sont simples. Sophie restitue 95 000 € des fonds détournés. Elle renonce à toute prétention sur la maison de Biarritz et sur les autres biens détenus dans la fiducie. Georges renonce à tout droit sur sa nouvelle entreprise et s'engage à ne pas engager de poursuite pénale. « Et si je refuse ?» demanda Sophie, ses premiers mots de la matinée. « Alors nous transmettons ce dossier au procureur de la République », répondit Briand d'un ton neutre. Une fraude portant sur plus de 100 000 € peut entraîner de lourdes peines, même sans antécédent. Son avocat posa une main apaisante sur son bras. « Nous avons besoin d'en discuter en privé. » Ils quittèrent la salle pendant 17 minutes. Quand ils revinrent, Sophie évita soigneusement mon regard. « Nous acceptons les conditions », déclara son avocat. Je ne répondis rien. Pas de triomphe. Je signai là où Briand l'indiquait, puis j'observai Sophie faire de même. Sa signature,
que je connaissais par cœur après 15 années de déclarations fiscales communes, de cartes de vœux, d'anniversaires partagés. C'était terminé. 6 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de la maison de Biarritz, un café à la main, observant le lever du soleil sur l'Atlantique. La propriété avait changé. J'avais refait la cuisine, remplacé les bardages abîmés par des matériaux plus résistants, installé des fenêtres anti-tempête. Des améliorations pratiques, mais aussi symboliques. Effacer l'ancien pour faire place au nouveau. Par des connaissances communes, j'avais appris que Sophie et Cédric avaient bien ouvert leur studio de remise en forme à Bayonne, mais à une échelle plus modeste qu'initialement prévue. Apparemment, l'affaire avait du mal à décoller. Je n'en tirais aucune satisfaction, aucune joie face à ces difficultés. Juste une tristesse diffuse pour ce qui aurait pu être si d'autres choix avaient été faits. Le divorce avait été officialisé 3 mois plus tôt, sans drame. Les termes de l'accord avaient été respectés. Sophie avait restitué les fonds convenus, que j'avais immédiatement investis dans un immeuble de bureau à Bordeaux. Petit, mais bien situé. Locataire fiable, revenu régulier. Mon téléphone sonna. Monique Harel, mon agent immobilier. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, dit-elle enjouée. La maison ? Elle devient plus agréable chaque jour, répondis-je en regardant 2 mouettes planer au-dessus des vagues. Merci encore pour ton aide sur la fiducie. C'est pour ça qu'on est amis, dit-elle. D'ailleurs, je t'appelle parce que j'ai trouvé un autre bien qui pourrait t'intéresser. Même type de montage que pour la maison, mais en immobilier commercial. Bonne rentabilité, bonne protection. Envoie-moi les détails, dis-je. Je suis preneur. Après avoir raccroché, je suis resté encore un moment à regarder l'océan. Les vagues s'écrasaient sur le rivage avec cette régularité apaisante que rien ne peut perturber. Ni mensonge, ni rupture. Je terminais mon café et rentrais me préparer pour une nouvelle journée. La maison n'était, au fond, qu'un assemblage de bois, de verre et de béton. Mais elle était à moi. Et parfois, cela suffit.